Vendre une formation, c'est bien joli, mais encore faut-il que cette formation soit de qualité pour mille et une raisons. Et surtout, au-delà de ça, c'est comment on crée le contenu, comment on va développer celui-ci et comment on va s'assurer que le contenu d'une formation puisse être aidant, pédagogique, utile. Donc on va parler de conception de formation, on va parler d'accompagnement dans la création, dans le développement d'une formation. Je suis avec Cécile, je te souhaite la bienvenue, toi qui es experte du domaine. Salut Nico, bonjour à tous. Alors je me présente, je suis donc passionnée de pédagogie et j'ai envie de promouvoir l'apprentissage par le jeu ou un petit peu plus fun. Parce que j'ai jamais compris pourquoi on rendait l'apprentissage aussi ennuyeux. Et ennuyant. Donc je pense que même les adultes adorent apprendre en jouant, en expérimentant et qu'on apprend bien mieux. Tout à fait. Et alors moi, ce que je rajouterais concernant ton domaine d'expertise, c'est que j'ai eu le plaisir de te voir en conférence au Game Entrepreneur Live, sachant que, on peut le dire, je crois on peut leur dire, c'était ta première conférence publique. Exactement. Et ce que j'ai aimé sur ta conférence, donc déjà, c'est toujours difficile une première conférence, c'est toujours perfectible, mais ce que j'ai adoré sur ta conférence, c'est que tu as réussi à capter l'attention de ton auditoire, tu as réussi à apporter, à délivrer un message qui est pédagogiquement de qualité, et justement en montrant le fameux walk the talk, c'est-à-dire que tu as montré par l'exemple, tu as intégré des outils que tu utilises et que tu as l'habitude d'utiliser avec tes clients et toi-même au travers de tes formations. Exactement. Ce qui se passe, c'est qu'il y a il y a le message et ce qu'on a envie de dire et la manière dont on va le faire passer. Et c'est vrai que moi j'utilise énormément les visuels parce que je trouve qu'ils apportent une vraie complémentarité à notre message. Souvent en fait on les utilise pour illustrer le message, donc pour redire la même chose en image. Et ce qui est intéressant, c'est quand ils apportent un supplément dans notre message. Et j'ai pas fait de conférence là-dessus, mais en utilisant ces outils, eh bien, c'est vrai que le public a pu voir et vivre et expérimenter concrètement les outils que j'aime utiliser. Et ce qui est intéressant, c'est que tu as utilisé aussi des objets. Donc il y avait finalement un côté kinesthésique. Oui, parce que aujourd'hui, on utilise énormément le numérique. Et il y a un côté très visuel au numérique, mais je trouve qu'il y a un côté faussement manipulatoire et faussement visuel, dans le sens où on ne fait pas par soi-même. Et je sais par expérience que beaucoup de personnes ont du mal à rendre concret l'abstrait. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ont vraiment beaucoup de facilité avec les théories abstraites, et d'autres qui ont du mal à manipuler ces idées-là et ont besoin de les voir concrètement. Et on peut les dire en mots. Il y a plein de choses qu'on sait, mais les voir, c'est un tout autre effet. D'accord. Et est-ce que tu dénoterais justement différents types d'apprentissage, différents types d'apprenants ? Alors, on peut les classer ou leur mettre des étiquettes sur plein de domaines différents. Moi, lors de ma conférence, j'ai parlé de trois, on va dire, trois profils différents, mais finalement, on peut aborder les apprenants sous plein de profils différents. Là, la question, c'était en termes d'engagement et de réussite dans les formations, et je sais qu'il y a beaucoup de formateurs, notamment en ligne, qui se démotivent parce que ils voient les personnes, les clients qui achètent des formations et qui n'ouvrent que quelques modules par exemple, ou qui ne vont pas au bout du module, ou qui mettent beaucoup plus de temps que prévu, etc. Et moi je considère, souvent on se dit la réussite de cette formation, c'est quand la personne a fait de A à Z tous les modules que j'ai préparés pour lui. Sauf que on ne fonctionne pas comme ça, et il y a des personnes, plus on est expert, moins on a besoin en fait de tous les contenus d'une formation. Et donc, on va aller au plus rapide. On va acheter une formation pour quelques points précis. On va y trouver toujours des pépites. Et en fait, on n'a pas besoin de faire tous les modules. Et la formation ou l'accompagnement, pour moi, elle est réussie. C'est intéressant que tu précises ça, parce que moi, c'est pas le genre de truc sur lequel je vais penser instinctivement. Je me dis, effectivement, une formation, je vais regarder le pourcentage de réalisation sur la majorité des clients sur celle-ci, quoi. Alors exactement, parce que selon les sujets,
Nous-mêmes, quand on apprend, on ne va pas du tout réagir de la même façon. Moi, il y a des points, des sujets d'expertise. Même la pédagogie, même quand je prends un livre de pédagogie, maintenant, il y a plein de choses. Je sais déjà, je passe ces chapitres-là, mais je vais aller chercher les 2 pépites qu'il me manquent ou qui font sens à cet instant T. Et beaucoup, en fait, se démotivent parce qu'ils disent « Ah, elle n'est pas réussie », parce que comme tu dis, on pense en termes de remplissage, de pourcentage de formation. Le nombre de vidéos, le nombre d'heures, le nombre de PDF, tout ça. Alors que la réussite, c'est quel est le besoin de la personne. Est-ce qu'elle a trouvé son besoin ou alors un autre besoin? Ça répondit à un autre besoin. Est-ce qu'elle a eu un retour sur investissement? Et à partir de ce moment-là, on considère que c'est réussi. Et donc du coup, la structuration d'une formation est vraiment importante dans le sens où une personne doit pouvoir se retrouver et pouvoir, si elle veut scanner sur cette formation. Oui. Et il faut lâcher prise, c'est-à-dire que tout à l'heure on parlait des profils, il y a les gens qui aiment bien les choses structurées, c'est comme ça qu'on a appris un peu à l'école, c'est comme ça qu'on a l'habitude de faire, grand 1, grand 2, grand 3, ou module 1, module 2, module 3, et on fait les choses dans l'ordre. On va dire que ça c'est le schéma classique. Comme j'ai dit là, il y en a qui vont aller plus vite, donc ils vont aller directement, il y a d'autres personnes aussi qui vont avoir besoin de faire le tour. Alors souvent, c'est chez les débutants ou les collectionneurs. Ils ont besoin de bien approfondir et bien creuser la question. Donc ils vont aller au point A, au point B, au point C. Ils vont revenir au point A. Ils vont aller au point D. Et puis... et c'est juste finalement. Mais c'est juste et ils y trouvent leur réponse. Et en fait, là, on se dit, cette personne-là, elle a abandonné la formation. Donc on a raté. Alors que non. Alors que non, pas forcément. Et il y a des formations aussi... si elles sont bien faites, vous allez leur poser les bonnes questions et ils vont peut-être même revoir leur projet. Ils vont se rendre compte que ils sont pas partis sur le bon projet au départ, que leur idée d'entreprise ou de formation, elle tient pas la route. Et grâce à votre formation, il va réajuster. Sauf que il va devoir repartir à zéro. Et en termes de chiffres ou de pourcentage, on se dit ça y est, c'est raté. Mais en fait, c'est pas raté. Et quand on parlait de conception de formation, en fait, moi, l'idée que je partage, c'est vous définissez votre cadre, le cadre dans lequel vous avez envie d'évoluer, donc les personnes avec qui vous avez envie de travailler, etc. Et à l'intérieur de ce cadre-là, en fait, il faut s'oublier. Ce qui compte, c'est l'autre. Quel est son objectif? Où est-ce que lui veut aller? Et comment tu arrives justement à faire en sorte de répondre aux besoins de ces différents profils sur un même contenu de formation? C'est se mettre toujours à la place de lui, à sa place. En fait, moi, quand je design les formations, je me dis, je prends concrètement un petit pion qui va le représenter. Bon, alors lui, il commence la formation, il rentre. Quelles sont les questions qu'il va se poser? Où est-ce qu'il s'y situe? Quelles sont ses possibilités? Un peu, toi, ça doit te parler. Les livres dont vous êtes le héros. Ouais, grave. Voilà. Et on se pose les mêmes questions, on se met à sa place. Ouais. Et en fait, souvent, on se dit, tiens, quels sont mes savoirs? Et comment je vais distribuer mes savoirs? Mais en fait, ça, on s'en fiche. Parce que vos savoirs vous passionnent vous, mais lui il veut peut-être pas, ça le passionne pas forcément toujours. Lui, ce qu'il veut, c'est lui à sa place par rapport à ses besoins. Comment lui il va évoluer là-dedans et vous allez le nourrir grâce à vos savoirs. D'accord. Et je raisonne vraiment en parcours, mais vraiment comme le livre dont vous êtes le héros. Ouais, oui, ce que j'avais vu sur ta com justement, c'était ça. C'était le petit bonhomme qui fait les différentes étapes. Et donc du coup, c'est là aussi qu'il y a quelque chose qui est intéressant sur ton approche. C'est que finalement, tu as le point A, point de départ, le point, on va dire B, le point d'arrivée, mais il y a des étapes intermédiaires. Donc est-ce que tu les définis en amont, ces étapes intermédiaires pourtant? Moi, je les définis en amont en me posant toujours cette question, c'est... quel est son objectif et de quoi il a besoin pour atteindre son objectif? Quel est son objectif et de quoi il a besoin pour atteindre cet objectif? Voilà, comment donc, il va en termes atteindre... de moyens. Voilà, son objectif. Et en fait, en faisant ça, on va éviter de mettre un trop-plein d'informations. En fait, souvent, les gens ils disent de quoi je vais parler. Ah tiens, il faut que je parle de ça. Non, c'est de quoi lui il a besoin et comment je vais l'amener à son besoin. Et en fait, en raisonnant comme ça, on va
éviter quelques écueils. Donc j'ai l'exemple d'une personne qui pensait à une formation au piano. L'objectif, c'était que la personne, son grand besoin, c'était de jouer en public. Et quand on se dit, on raisonne de quoi la personne a besoin pour jouer au piano, on se dit, faut qu'elle ait de la technique, faut qu'elle excelle, etc., etc. Au bout d'un moment, moi, je me dis, mais c'est pas contre-productif de fonctionner comme ça, parce que finalement, son besoin, c'est de jouer en public, même si c'est pas parfait. Ouais. Donc c'est pas du tout la même chose, quoi. C'est je veux jouer en public tout en assumant mon niveau d'expertise, même si je veux monter en compétence sur ce niveau d'expertise. Exactement, et de quoi lui il a besoin. Ça prend en compte d'autres choses. Voilà, et sa première réussite, c'est pas de savoir bien jouer un morceau, c'est de jouer en public devant sa famille par exemple. Et la première étape, elle doit être là. Et quand en fait on raisonne vraiment, on se met à la place de la personne, eh bien ça évite déjà énormément d'écueils, et vous allez voir que vous allez designer une formation qui va vraiment beaucoup plus correspondre aux besoins de la personne. Ce que j'entends finalement, c'est que sur un domaine, tu fais une formation, si on reprend le piano, tu fais une formation sur justement apprendre à jouer, jouer du piano en public. Tu n'as pas besoin finalement de délivrer toute ton expertise sur le domaine en question, mais juste l'expertise, les parties qui vont être nécessaires à la personne. Exactement. Parce que c'est vrai qu'on peut avoir ce biais-là, on a envie finalement, parce que je pense que tout créateur de contenu, à un moment donné, surtout au début, vit cette situation-là, que finalement on a envie, on dit, la personne a payé en face, il faut que je donne le maximum, il faut que je donne tout ce que je sais sur le truc, il faut qu'il y en ait suffisamment. Et du coup, ma question, c'est est-ce que, elle est plus ou moins imbécile, mais est-ce que le trop n'est pas l'ennemi du bien, dans ce sens-là ? Ah, je suis d'accord avec toi. La question, tu peux répondre que oui, finalement. Moi, je suis à 500% d'accord avec toi, Nico. Mais comment tu arrives à le doser, du coup ? C'est... en fait, on peut se dire quel est le strict minimum pour répondre à sa question. Déjà, si on se pose la question de quel est son besoin, au lieu d'essayer de dire de quoi j'ai envie de parler moi, par rapport à ce sujet, déjà on évite. Ça résout beaucoup de choses. Ça aide déjà à trier. Et la deuxième chose, c'est qu'on peut très bien se dire, je fais un module cohérent, mais on va dire rapide, on va dire que c'est la voie rapide. Et à côté de ça, s'il y a besoin, j'ai des modules dans ma valise, en supplément, pour approfondir un sujet, s'il y en a besoin. On peut fonctionner comme ça, par exemple. Comme ça, tu rajoutes après derrière et ça fera de la donne, ça fera des contenus complémentaires ou autre. Exactement. Sinon, exactement comme tu dis, c'est contre-productif. On va assommer les personnes. Les gens vont abandonner la formation. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est que nous, on est passionnés par les sujets dont on parle. Et la personne en face, elle n'est pas forcément passionnée. Parfois, elle veut juste acquérir une compétence ou elle a juste besoin d'un savoir-faire ou savoir-être que nous, formateurs, on a. Il veut juste ça, mais il ne veut pas comprendre pourquoi, ou il n'a pas forcément besoin de tout ça, il n'est pas passionné. Sinon, il ne ferait pas appel à toi, il serait à la bibliothèque en train de faire ses recherches par lui-même. Ouais, je comprends. Ouais, c'est super pertinent ce que tu dis, c'est vrai qu'on a tendance à avoir ce biais-là. Oui, parce qu'on est des passionnés à la base. On est des passionnés par le domaine et donc on veut donner. Et en se disant, l'autre est comme nous, il a envie, il a cette soif de savoir qu'on a nous, ce qui n'est pas forcément le cas. Mais par contre, la personne va faire appel à toi et à ton expertise parce qu'il sait que toi, tu as tout ce savoir-là et tu as une bibliothèque en toi. Et il se dit, lui c'est la bonne personne parce qu'il va me choisir les bons livres. Mais par contre, moi, j'ai pas envie de me taper tous ces livres-là à lire. Mais Nico, il va me sélectionner les paragraphes de tel livre, tel chapitre qui est pertinent pour moi. Ouais, d'accord. Et c'est là que t'es bon. Ouais. Donc se mettre à la place de l'autre, on en revient toujours à ça. Oui. Maintenant, qu'est-ce que je rajouterais si je veux faire la meilleure formation de la Terre entière, du monde et de l'univers ? C'est celle... Même meilleure que celle des Martiens. C'est celle qui va répondre, comme là on a dit, aux besoins de la personne qui fait appel à toi, et que toi tu vas kiffer. D'accord. En fait, pour moi il faut des deux.
D'accord. Donc finalement, tu remets au centre le plaisir du créateur. Oui. Il y a une partie, alors du coup, donc là, si on parle de formation, de pédagogie, on est très finalement sur, c'est une espèce de raccourci, de cliché, très cerveau gauche, qui est plus structure, définition, claire, étape par étape, mais il y a une part de créativité qui est quand même nécessaire ou utile dans une formation. Un côté plus artiste finalement. Moi, je pense que il faut que chacun partage ses connaissances comme il aime les partager. C'est-à-dire que moi, j'aime dessiner, donc je vais partager avec du dessin. Et pour moi, c'est une puissance de pouvoir rendre visible, donc que ça soit par des schémas, des dessins, etc. Et c'est un outil que moi, j'aime. Je connais d'autres personnes qui sont très bons en théâtre et qui vont utiliser le théâtre comme outil vecteur. Et moi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que chacun utilise ses propres forces et ses propres outils. Toi, je sais que tu es passionné par tout ce qui est histoire, mythologie, etc., antiquité. Eh bien, je trouve ça génial que tu utilises ces forces-là parce que il en faut pour tous les goûts. Moi, j'adore utiliser les jeux. Et ne pas hésiter à le faire. Et ne pas hésiter à le faire et à fond. Moi, j'adore utiliser les jeux, mais je sais qu'il y en a qui veulent du sérieux. Alors, ils viennent pas me voir. Ils vont voir d'autres personnes. Il y en a plein sur le marché qui vont leur délivrer des formations hyper sérieuses. Par contre, ceux qui vont vivre l'expérience avec toi, ce qui a déjà été le cas, ils vont tellement kiffer que finalement, ils vont beaucoup plus adhérer, ils vont beaucoup plus en parler, ils vont faire du bouche à oreille. Et je dis ça parce que souvent, on a tendance à avoir ce réflexe naturel, se dire, finalement, si j'y vais à fond, effectivement, il y a des gens qui vont rejeter ce que je fais, donc je vais perdre des clients. Mais en fait, on va gagner beaucoup plus avec les clients que l'on va attirer et puis tout ce qui va se faire autour. En fait, on va gagner en énergie positive qu'on va transmettre aux clients qui ont vraiment envie de travailler avec toi. Voilà. Et en fait, au lieu de passer ton énergie à te battre avec des personnes avec qui ça passe pas, mais c'est pas contre les personnes. Oui. Ça n'a rien à voir avec toi et avec eux, c'est juste que c'est une histoire de compatibilité presque. Ouais. Et au lieu de perdre ton énergie à essayer d'essayer d'avoir des personnes avec qui tu n'as pas envie de travailler, de mettre toute ton énergie pour les personnes avec qui tu as envie de travailler et le faire savoir. Tu posais la question, quelle est la meilleure formation ? La meilleure formation, c'est celle qui touche un sujet ou un domaine que toi tu kiffes et tu travailles avec des personnes avec qui tu as envie de travailler et puisque tu es dans le business de la connaissance et que l'idée c'est quand même de pouvoir vivre de notre connaissance, c'est d'être sur une offre qui rapporte de l'argent. Donc si on a le combo de est-ce que je kiffe faire ce que je fais, est-ce que je travaille avec les gens avec qui j'ai envie de travailler, est-ce que ça me rapporte de l'argent, si on a le combo des trois, là c'est la formation parfaite. Ah génial. Et toi, comment tu procèdes avec les clients justement sur tes accompagnements? On vient te voir pourquoi généralement? Bon, on vient me voir pour deux plans, on va dire. Le premier, c'est pour la conception, le design de la formation. Donc cette partie-là, je vais les aider à se positionner, à faire le tri de leurs idées et à faire, on va dire, l'architecture de la formation. Et donc, ils sortent avec tout ce dont ils ont besoin pour commencer à la vendre et à trouver des clients qui sont intéressés. Ouais, parce que déjà, rien que cette partie-là, il y a beaucoup de personnes qui justement ont un savoir, mais ne savent pas comment le délivrer. Alors, il y a ça, il y en a qui savent mais qui ont besoin d'être un peu cadrés au départ. Ouais. Et puis, alors c'est pas une question d'être capable ou pas capable, c'est une question de, tu connais ça. Quand tu as une personne extérieure qui te donne des deadlines, qui te dit alors maintenant tu fais ça dans tel ordre, etc. C'est un soulagement au niveau mental. En fait, tu as une charge mentale en moins et puis tu suis. Et surtout nous, entrepreneurs, indépendants, etc., on est tout le temps dans de la prise de décision et des fois ça fait du bien aussi de lâcher prise et puis d'aller voir les vrais experts, quoi. Exactement. Purement et simplement, quoi.
C'est illusoire de se croire bon dans tous les domaines. C'est ça, et même si c'est notre domaine, des fois c'est bien aussi d'avoir le regard d'une tierce personne ou d'un père. Complètement. Pour pouvoir avancer, et ça dans tous les domaines. Oui, parce que cette personne-là n'a pas la tête dans les guidons, elle a une autre vision qui rajoute. Donc ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie, ça c'est la partie que j'adore particulièrement. Ce sont les outils. Ouais. Voilà, et je crois fermement, en fait, c'est une question d'équilibre, c'est-à-dire que plus le numérique se développe, et plus moi j'ai envie de développer la partie de revenir à la manipulation physique, présentielle, prendre les objets, les manipuler, représenter le temps, manipuler le temps, etc. Et je crois qu'on en a besoin. Mais il y a même, c'est vrai ce que tu dis, le numérique se développe énormément en termes de formation en ligne. On le voit en l'espace de 5, 6, 7 ans, c'est incroyable le boom que ça a fait. Mais en même temps, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ressentent ce besoin parce que finalement, la formation en ligne, c'est des profils qui sont quand même assez dans une dynamique plutôt autodidacte, j'ai envie de dire. Oui. Et il y a beaucoup d'apprenants qui me disent, moi je sais que j'ai des personnes à mon entourage qui me disent c'est intéressant ce que tu fais, mais moi j'ai besoin d'une vraie formation en présentiel. Je pense que les deux sont complémentaires, ils n'ont pas la même fonction et ils ne touchent pas les mêmes personnes. Complètement. Et pour moi, l'un n'exclut pas l'autre, il n'y en a pas un meilleur que l'autre. Vraiment pas. C'est juste différent pour différentes personnes. C'est juste différent pour différentes personnes et il y a des formations qu'on peut suivre en ligne et pour lesquelles on peut très bien avoir en plus un module en présentiel qui apportera en plus de la formation en ligne. Donc, ou l'opposé même. Ou l'opposé. Donc l'un ne va pas sans l'autre, ce sont deux choses géniales qui existent. Il ne faut pas s'en priver. Ouais. En fait, c'est ça. Et faut pas... souvent, on les oppose, alors que pour moi, ça ne s'oppose pas du tout, bien au contraire. C'est très, Et toi, tu as fait les deux, donc tu dois aussi... Ouais, j'ai fait, tu vois, par exemple, pour l'énéagramme, j'ai fait la formation numérique. Alors même aujourd'hui, c'est la formation numérique. Et les personnes qui veulent aller plus loin ou qui veulent plus de profondeur vont faire le présentiel avec moi. Donc c'est plus dans cette dynamique-là. Oui. Mais effectivement, on peut avoir dans différents sens, différentes dynamiques. Ouais. Oui. Dans l'autre sens aussi. Par exemple, tu vois, j'ai même le contre-exemple, quand je donnais des formations en PNL, donc je faisais des formations, c'était du présentiel, et il m'arrivait de leur donner des modules complémentaires en version numérique que j'avais créé pour justement prolonger ou aller un petit peu plus loin, ou un petit peu genre la note de bas de page, je me dis, ben voilà, si vous voulez en avoir plus sur ce sujet-là, achetez tel livre ou regardez tel truc. Et c'était un petit peu ça, quoi. C'était la note de bas de page qui donnait du contenu supplémentaire que j'ai apporté. D'ailleurs, je le donnais gratuitement. Enfin, j'appelle pas ça gratuitement, mais en complément, en cadeau avec la formation, puisque ça valorisait encore plus le contenu et ça dynamisait. Ouais. Puis ça permet aux gens d'aborder la question sous une autre forme. Oui, c'est ça. Et je sais que moi, il y a beaucoup de personnes qui, à la base, viennent pour un produit numérique. Ouais. Et je leur conseille quand même de tester, même sur un tout petit nombre, en présentiel. Parce que le présentiel, ça accélère. Intéressant ça. Ça accélère, c'est-à-dire que même si vous voulez faire une formation en ligne, testez-le même auprès de quelques personnes parce que vous allez voir les blocages. Et les vrais besoins. Et les vrais besoins, et vous allez voir tout ce qui est non-verbal. Expression, il y a un moment, il va froncer des sourcils, et il va dire « Ah tiens, il y a quelque chose qui n'est pas clair dans ma manière d'expliquer. » Et vous allez pouvoir réajuster pour pouvoir faire une formation en ligne encore meilleure. C'est très pertinent comme conseil et j'encourage vivement toutes celles et ceux qui nous écoutent, même Nicopène qui nous écoute, à mettre en application ces conseils-là, effectivement. Et de ne pas avoir peur d'utiliser des outils visuels, parce que moi je me rends compte quand même de la puissance. Toi tu utilises en termes de sens, finalement tu utilises l'auditif, kinesthésique et visuel. Tu te soucies de cette notion de sens, de stimuler les sens, ou pas forcément?
Je pense que je le fais naturellement parce que moi j'ai une mémoire qui est très kinesthésique. D'accord. Donc je pense que c'est pas pour rien. Toucher pour. J'ai besoin de toucher. Moi je me souviens quand je faisais de la musique. C'est très bizarre. Donc par exemple à la base j'avais une ligne de base qui me venait, etc. Le lendemain pour m'en souvenir mes doigts bougeaient tout seuls et les mouvements venaient avant le son. C'est très bizarre, mais je comprends. Donc je pense que naturellement, vu que je fonctionne comme ça, je vais le mettre en avant. Après, je pense que j'y ai pensé, j'ai vraiment réfléchi et je l'ai intellectualisé à un moment, et qu'aujourd'hui, je le fais beaucoup plus naturellement. Et c'est surtout que je vois le résultat. C'est-à-dire que je vois chez les personnes, pourtant expertes dans leur domaine, ben voilà, je vais mapper et je vais leur faire voir leur business par exemple d'une autre manière, et bien ils vont se dire ah oui, tiens je vois des choses que je n'avais pas vues. Et donc pour ça tu utilises le jeu et de quoi toucher? J'utilise le jeu, les post-it, tout ce qui est matrice, alors je vais des schémas, des dessins, ça peut être ce qui est le plus pertinent. Super intéressant. En fait je me prive de rien et je me dis quel est le plus pertinent à ce moment-là. D'accord. Donc tu ouvres vraiment le champ des possibles au maximum. Oui. Et tu trouves des sources d'inspiration, ta créativité, tu la glanes quelque part ou ça devient comme ça? Je pense que j'ai travaillé toute ma vie. Travaillé toute ta vie? J'ai travaillé toute ma vie parce que je pense qu'il y a des choses qui viennent même du fait d'avoir pratiqué des activités musicales, artistiques, etc. Aujourd'hui, en fait, je la travaille principalement en ne faisant rien. En fait, en laissant la possibilité à mon cerveau à lui offrir toute sa liberté. C'est intéressant ça. Et laisser au cerveau la possibilité. Pas le sollicitant. C'est assez bizarre. Tu parlais de la conférence pour le Game Entrepreneur Live, organisée par Johan Yangting. Oui, tout à fait. Et qui n'est pas très loin de nous d'ailleurs. Qui tend l'oreille. On va mettre, pour la petite anecdote, il a essayé d'arriver très doucement pour ne pas faire de bruit sur le podcast. Et on m'avait posé la question, tiens. Moi je balance, je suis comme ça. Pour ça, balance. Je suis un ninja. Je me suis faufilé pour arriver en douce. Mais ça va pas marcher. T'es grillé là. Et en fait, pour préparer la conférence, donc j'ai sorti toutes mes idées. Donc j'ai fait un brainstorming où j'ai sorti toutes mes idées. J'ai mis tout ça de côté. Voilà, j'avais d'autres choses à faire et après je me suis dit tiens, ces 2 jours-là, c'était mercredi, jeudi, je bosse sur ma conférence. Et donc le mercredi, je me suis dit je vais bosser, c'est une journée que je consacre à ma conférence, donc je prends rien d'autre, je ne fais rien d'autre, mais j'ai rien fait. J'étais limite en mode adolescente, allongée sur le lit, etc. Et en fait le lendemain, je me suis réveillée, en une demi-heure, j'avais mon plan de formation et j'avais toutes mes idées de slides. Donc tu as vraiment laissé ce temps de maturation, ce temps laissé, comme dirait la chanson, laisser le temps au temps. Exactement. Mais j'ai quand même, pour moi, c'était une journée consacrée à la préparation de ma formation. Et d'accord. Pour laisser infuser les idées, comme on va mettre un petit thé dans son bol d'eau et qui va s'infuser. Exactement. Ça a été belle cette métaphore. Et ça, j'encourage vraiment beaucoup les gens à le faire. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont dans des techniques de lâcher prise, de méditation, etc. Et qu'on oublie en fait de juste faire confiance à son cerveau. Et c'est intéressant parce qu'en fait, ce que tu es en train de dire là, tu dis des techniques de lâcher prise. Mais finalement, comme tu rentres dans la technique, tu n'es plus dans le lâcher prise. Exactement. Mais on est dans un contrôle permanent de tout. C'est bizarre, même de notre temps libre. C'est très bizarre. Et notre contrôle du lâcher prise, quoi. Exactement. Mais c'est fort, c'est intéressant ce paradoxe, mine de rien. Et moi, j'appelle ça des journées un peu anarchie. En fait, je ne me donne aucune contrainte. Donc j'ai envie de faire, je fais. J'ai pas envie de faire, je fais pas. Mais je mets Est-ce que tu mets un t-shirt noir avec un A Non, ça je faisais ça quand j'avais 15-16 ans. Mais à un moment, il faut grandir. Il paraît qu'il faut grandir. Il paraît, soi-disant. Alors justement, en parlant de grandir, ça ouvre la voie sur la dernière question. C'est
quelle est justement est-ce que tu peux nous citer une de tes galères, des plus grosses galères d'un point de vue entrepreneurial, et justement en termes de grandir, qu'est-ce que tu en as tiré? Grandir, je ne sais pas encore où j'en suis en termes d'âge mental. Grandir tout en restant enfant. Ma plus grande problématique depuis toujours, c'est de faire des choix. Et moi, il y a plein de domaines. Voilà, certains confirment, vous ne le voyez pas, mais on confirme de la tête. Et la plus grande problématique de ma vie, je crois que ça a été de devoir faire des choix. Et je me suis toujours intéressée à plein de choses. Je suis quelqu'un de curieuse, donc comme je le disais tout à l'heure, ma créativité, elle vient aussi de ma curiosité en vrai. Et du fait que, même plus jeune, je faisais des activités musicales, de dessin artistique, sportives, etc. On m'a toujours encouragée à faire différentes choses. Et sauf qu'il faut faire des choix. Alors on te dit, voilà, à l'école, c'est quoi pour ton orientation? Alors il faut causer des cases, il faut faire des choix. Et puis plus tard, il faut faire des choix. Et moi, j'ai un parcours qui pouvait paraître un peu bordélique, mais finalement pas tant que ça. Et c'est comme un poulpe un peu. Voilà, qui va explorer avec toutes ses tentacules plein de choses, mais finalement tout est centralisé dans le corps du poulpe. Et quand on comprend qu'on est soi et qu'on avance, on finit par trouver sens et par réussir à connecter toutes nos activités. Et par exemple, moi, là, l'activité de formation, j'adore ça parce que je peux exprimer toutes les choses que j'aime. Voilà, j'ai envie de dessiner, je peux dessiner, je peux utiliser plein de métaphores de sujets qui m'intéressent, même si ça n'a rien à voir avec la formation. Je fais une vidéo sur le syndrome de la pastèque, donc le truc rien à voir, j'ai juste connecté des choses et je ne me mets pas de limites. Et ça, je crois que ça a été vraiment le plus dur et c'est encore aujourd'hui le plus dur. Et parce que j'ai ce problème-là, je crois que c'est aussi pour ça que je me suis aussi intéressée à des outils de visual thinking, de design thinking pour justement donner des perspectives aux différents choix. Et ce que j'entends, c'est que ce problème-là est aussi ton point de force, finalement. Exactement. J'en ai fait aujourd'hui un point de force. Mais c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile parce qu'on peut paraître peut-être pour quelqu'un, ou alors on s'imagine qu'on paraît être quelqu'un peut-être d'instable ou qui change de boulot souvent ou qui fait des projets qui bifurquent. Et moi je vois pas ça comme des échecs mais vraiment comme des évolutions. Et l'idée c'est quand on arrive justement à en faire une force et arrêter d'être frustré. Parce qu'il y a une phrase qui dit que tout choix est un renoncement. Mais en fait, non. Quand on comprend que c'est pas un renoncement et que ça peut être une force où on peut justement essayer de rassembler tout ce qu'on aime pour avancer et que finalement, ce qui est renoncement, ce sont des choses qui ne nous intéressent plus, qui nous ont intéressés peut-être un jour dans le passé, mais qui aujourd'hui ne nous intéressent plus. De sens, en fait on y trouve du sens et quand on prend de la hauteur, et c'est pour ça que j'aime bien tout ce qui est modélisation, schéma, parce que c'est en prenant de la hauteur qu'on voit aussi les choses. Excellent. C'est quand tu prends de la hauteur sur ton chemin de vie que tu te dis mais en fait c'est cohérent. Et quand tu regardes vraiment, tu zoomes chaque partie, tu te dis ouais, t'as créé une première entreprise de peluche, machin, ça n'a rien à voir avec ce que tu fais aujourd'hui, mais si en fait. Vraiment, parce que j'ai développé plein de skills, de compétences en dessin, même j'ai vachement travaillé sur Photoshop à l'époque et j'ai je connais vraiment l'outil grâce à ça aujourd'hui que je peux... Qui te sert dans un domaine. C'est moi ce que j'appelle ça en fait relier les points. Dans un sens, dans les magazines, tu sais, toujours à la fin des magazines télé, tu avais les points
différents points et tu devais prendre ton stylo et relier chaque point, le 1, le 2, le 3. C'était un gros bordel et quand tu finissais, tu avais une jolie figure. Exactement. Et c'est vraiment comme ça que je l'entends et ça me fait plaisir d'entendre justement une preuve par l'exemple de cette notion de point, quoi. Point relié. Très beau exemple. Très bel exemple plutôt. Et belle métaphore, ouais, j'adhère. Cool. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Alors on peut me retrouver principalement, qu'est-ce que j'utilise principalement ? Facebook en ce moment. Ouais. Mon profil perso, presque plus que pro. Ouais. Alors moi je mettrai les deux dessous, description. Cécile.dam, D-A-A-M. En fait, avec ça, c'est aussi le nom sur Instagram, etc. Exact. Et là, je vais beaucoup plus dessiner. Ça, c'est mon défi. Je sais que certains ont des défis vidéo. Moi, je vais... des défis dessins. J'ai des défis dessins, là. Et donc, je vais travailler quand même mon profil Instagram. Ouais. Ah, génial. Ah, moi, j'ai kiffé tes dessins pendant la com. Et partager justement avec vous d'autres manières des conseils, de vous donner des conseils, mais à travers des petits dessins. Génial. Voilà. Excellent. Merci à toi pour tout. Merci beaucoup Nico pour cette interview, c'était très cool. À bientôt. À très vite. Et puis pour vous qui nous écoutez, je vous invite comme d'habitude à aller faire un tour tout d'abord dans la description, de voir tout cela et à laisser un petit commentaire et une note, pourquoi pas, ça sera toujours très utile, et partager aussi ce podcast aux personnes qui justement voudraient améliorer les choses, voudraient mettre un petit peu plus de pédagogie, un peu plus de fun et un peu plus d'intelligence dans leur formation. À bientôt. Et un petit pouce pour Nico Pen, parce que franchement, c'est un mec en or et il le mérite. Abonnez-vous, partagez, kiffez. Et cliquez sur la cloche. Même s'il n'y a pas de cloche, vous cliquez sur la cloche quand même. Cliquez. Et voilà, tu viens d'écouter un des épisodes de mon podcast Le business de la connaissance. Alors, si tu veux aller beaucoup plus loin et suivre l'intégralité des podcasts sur ce sujet-là, je t'invite à regarder en description de cette vidéo. Tu trouveras le lien pour pouvoir t'abonner à mon podcast Le business de la connaissance. Et ainsi, on pourra aller beaucoup plus loin ensemble. D'ici là, je te souhaite une excellente journée.